RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Auquel vous pouvez participer avec direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. N'hésitez pas, ce que vous inspire le nouveau pape Léon XIV, ses premières paroles, elles sont déjà très significatives. Et puis aussi ses attentes, les attentes qui sont les vôtres par rapport à une semaine d'ailleurs qui va être assez chargée pour lui. Il rencontre la presse internationale dans moins de 2 heures au Vatican. Et cela suppose que, non pas des questions qui seront posées, mais des lignes de son pontificat qui seront exposées. On va en parler avec nos deux invités. Philippe Clanchet, journaliste et collaborateur à Réforme et à Témoignage chrétien. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et Carole Sabat, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Bonjour Carole. Bonjour Louis. Alors la question, elle est un petit peu sotte cette question, parce que la conférence de presse ne vous offrira pas l'occasion de poser des questions, parce que justement c'est un exposé du pape. Mais les 6000 journalistes qui seront réunis dans moins de 2 heures auront l'occasion de l'écouter. Si vous deviez lui poser une question, vous... Philippe, ah bah oui, je vous prends comme ça un petit peu de manière inattendue. Est-ce que vous auriez déjà spontanément une question éclair ou une question plus profonde à lui poser, Philippe Clanchet et Carole Sabat? La question, c'est, vous avez accepté ce poste qui est le poste le plus difficile peut-être aujourd'hui dans le monde. Qu'est-ce qui fait que vous avez la confiance, que vous allez y arriver, que vous allez pouvoir faire progresser, faire don de votre connaissance, de votre intelligence à toute l'Église? Qu'est-ce qui vous tient? Il avait l'air très serein, apparaissant à la loggia, très souriant. Très ému aussi. Oui, ému, mais enfin, il avait quand même une grande sérénité, comme s'il s'était peut-être un petit peu préparé à cette éventualité. Voilà, j'avais envie de dire, quels sont vos atouts pour tenir le choc dans les années qui viennent. Et vous avez dit, est-ce qu'il pense y arriver? Est-ce que vous pensez y arriver comme si un pape devait avoir un objectif? Je pense, oui. Publication de résultats. Je pense, et on a dit aussi le côté, c'est un Américain, on a dit que peut-être il y avait un petit peu plus d'organisation et d'ordre que son prédécesseur qui avait le charme des Latins. Et là, je pense qu'il a une feuille de route et une mission. Il faut qu'il réussisse à avancer. Il réussira pas tout, mais certains dossiers, notamment les dossiers qui n'ont pas été terminés, qui sont pendant, je pense qu'il a quand même une obligation de résultat. Enfin, j'espère que dans sa tête, il a, oui, je vais essayer je dois réussir. Alors évidemment, pas tout seul, pas à n'importe quel prix, mais je pense qu'il faut qu'il réussisse. Oui. Et que faut-il réussir? Carole Sabat. Moi, je pourrais être un peu plus dans l'impertinence et lui poser la question, est-ce que c'est vraiment une double charge d'être le successeur de Pierre et de François? Parce que toute la question est là. La question, c'est, est-ce qu'il va infléchir ou il va amplifier? Est-ce qu'il va être le pape de la normalisation? Normalisation, je veux dire, par rapport à pas mal d'ambivalence aussi, en fait, qu'on a vécu, que les fidèles ont vécu dans la parole de François. Parfois, ils ouvraient les portes et les fenêtres et ils les fermaient par la suite. Donc, les premiers signes font penser à une inflexion quand même. C'est à voir, en fait. Tout dépend en grande partie de la géographie électorale dans laquelle, en fait, le conclave a élu. Et il y a eu ce consensus. On voit très bien, en fait, on commence à avoir un peu des informations sur la manière dont la géographie... Alors, moi, j'ai écrit un papier un peu sur la manière de la géographie. On le voit très bien. En 99, cardinaux, en fait, ont été nommés par François. Donc, quelque part, en fait, il s'est donné la possibilité de la liturgie après la liturgie, comme on dit. C'est-à-dire d'assurer, en fait, une certaine continuité, une certaine garantie, en fait, de sa politique pontificale. Mais en même temps, en fait, il y avait une certaine minorité de blocage qui pouvait bloquer, je dirais, l'élection d'un pape réformateur, un peu progressiste, tranché. Mais elle n'a pas bloqué très longtemps, hein, Carole. Elle n'a pas bloqué parce qu'à mon avis, ça c'est un peu mon interprétation et mon analyse, il y a eu une sorte un peu de mouvement du camp conservateur pour garder en fait la main d'une certaine manière, d'être plutôt faiseur de pape, mais d'un pape un peu consensuel, un pape de compromis, un pape de normalisation, plutôt que de subir quelque part en fait un pape qui pourrait devenir, parce qu'en fait les géographies, clairement en fait il y avait une majorité qui pouvait faire élire un pape dans la continuité en fait de la politique de François, ce qui est un peu le cas, en partie le cas avec François. À quel cardinal pensez-vous? Cardinal Taglé par exemple, parce qu'on dit que oui, Cardinal Taglé et Cardinal Parolin étaient les deux
personnes. Oui, mais je pense qu'il y a aussi le travail de fond, à mon avis, de quelqu'un comme Timothée Dolan, quelque part, qui lui-même aussi est pro-Trump d'une certaine manière, alors qu'il n'a pas été, en fait, tout au début. Je dirais, par la suite, il s'est rangé. Il ne faut pas oublier qu'il a été... l'archevêque de New York, qui a plutôt fait la campagne de Robert Prévost. L'ancien archevêque, en fait, il n'a pas fait la campagne. Et ce que je dis, c'est que, quelque part, plutôt que de se faire imposer, parce qu'ils n'ont pas la majorité, les conservateurs, de pouvoir élire un pape conservateur, je dirais, qui pourrait trancher et faire une certaine rupture par rapport à la politique de François, plutôt que de se faire imposer un pape réformateur, progressiste, etc., accepter en fait l'idée qu'il y ait un pape consensuel. C'est ce qui explique le moindre mal, en quelque sorte. Absolument. Et c'est là où on retrouve un peu le conclave de Jean XXIII, parce qu'il y avait aussi ces ruptures, il y avait aussi ces ambivalences à l'époque, et en faisant élire certains, lorsqu'on relit en fait les livres un peu d'histoire sur les conclaves, en faisant élire Jean XXIII, on pensait en fait que ça sera le pape simple, le bon pape Jean XXIII, qui fera rien de grand, etc., et qui a surpris tout le monde, ceux qui l'ont élu, qui a manœuvré pour son élection et qui a inversé un peu une certaine tendance et a lancé en fait la tendance de Vatican II. C'est lui qui a convoqué le Grand Concile, ce qu'il appelle le Grand Dessein. Donc on est un peu dans cette ambivalence. C'est pour ça, moi, je pense que Léon XIV est quelque part en fait un pape de la normalisation d'une certaine période, et il a des défis de pouvoir équilibré d'une certaine manière entre le centre et les périphéries, parce qu'il a pas mal décentré l'Église François. Est-ce qu'il va amplifier cette déconcentration ou pas, au risque de perdre le centre, ou plutôt que d'avoir quelqu'un qui va aller davantage, qui est plutôt européen, je dirais, qui va davantage pour un peu une concentration de nouveau, comme c'était le cas avec Jean-Paul II et avec Benoît XVI. Là, avec François, on est en rupture par rapport à une... Avec Léon XIV, pardon. Léon XIV. Ouais. Alors, juste simplement sur les conditions de son élection, parce que c'est sur ce terrain-là que vous êtes allé, Carole, vous êtes allé sur les conditions de son élection, et si j'ai bien compris, vous avez donc, en quelque sorte, un conclave qui s'est dit mieux vaut avoir une sorte de comme les conservateurs ne pouvaient pas gagner absolument et que de l'autre côté non plus, semble-t-il, on ne pouvait pas gagner absolument, on a pris un centre de gravité, quelqu'un d'assez médian. C'est un consensus. Qui pouvait faire consensus. Ça, vous êtes d'accord avec cette version Oui, je crois que les conditions de l'élection. Les conditions d'élection, je pense que l'idée qu'ont eu les cardinaux, c'était qu'il fallait rassurer certaines personnes, rassurer ceux qui pensaient que, effectivement, l'Église pouvait aller peut-être trop vite dans le sens de la réforme, même si la réforme de François, elle était beaucoup plus dans le style que dans le fond. Hein. Donc, c'était pas non plus, on n'était pas parti n'importe où. Rassurer, et moi j'ai vu quelques gestes là-dedans qui pouvaient rassurer. D'abord, on a pris quelqu'un, on a évoqué beaucoup le fait que ce soit un missionnaire, qui soit américain et péruvien, mais c'était un homme de la curie, c'est-à-dire qu'il venait de l'intérieur, et on a dit partout que la curie avait été mise de côté pendant toutes ces années et que ça avait posé un problème. Bon, là, il se trouve que c'est quelqu'un de la curie, donc il connaît très bien la maison, beaucoup plus que François connaissait Rome au moment où il a été élu. Et donc là, on a de loin. On a vraiment quelqu'un qui connaît, parce qu'il y a étudié, parce qu'il y a travaillé comme responsable mondial de son ordre, et parce que depuis 2 ans, il était au cœur de la machine. Alors, il avait rassuré avec ça. Le deuxième geste qui a été un petit peu commenté, mais c'est juste qu'il a mis la fameuse, le fameux habit, là, je sais plus, la mosette. Moi, c'est la première chose que j'ai vue en arrivant. J'ai dit, tiens, il a refait, et donc j'ai revu. Et l'étole dorée. J'ai revu l'image, effectivement, de Ratzinger, et qui avait été très commentée. Donc là, ça veut dire que c'est des petits signes. Ça veut dire à ceux qui se sont estimés à tort ou à raison malmenés pendant le pontificat précédent, dire voilà quelqu'un qui va être attentif et qui va essayer peut-être d'apaiser ceux qui ont trouvé que ce pontificat avait été rude, ce qui reste encore à discuter. Donc je crois que c'était ça. Vraiment l'idée, c'était de trouver des gestes rassurés. Et le fait de faire ouvrir le palais apostolique, l'appartement du palais apostolique pour y habiter, semble-t-il. Alors oui, c'est pas encore tout à fait définitif, mais peut-être qu'il va revenir sur certains gestes forts qui avaient marqué le début du pontificat de François. Il semblerait qu'il revienne un petit peu dessus. Ce qui est, moi, encore une fois, je fais des comparaisons par rapport aux signes. En fait, ce que dit Philippe est très vrai, c'est que les signes ont commencé, en fait, les premiers signes arrivent, en fait, à la première seconde de la Loggia, en fait, de sa présentation au monde, quelque part. Et on voit très bien
si ça va être une logique de rupture, une logique de continuité. François a été tout de suite le rebelle, en fait, le pape rebelle, c'est-à-dire il s'est présenté sans la mosette rouge, sans l'étoile dorée, il s'est présenté dans la tunique blanche, je dirais immaculée quelque part, avec une volonté non pas de simplicité, mais une volonté de dire, moi je vais privilégier l'évangélisation, je vais privilégier l'image du Christ et pas l'institution. Léon XIV, il se présente comme le pape de l'institution, c'est-à-dire il prend la mosette rouge, il prend en fait l'étole dorée, et il se présente avec un discours qui n'était pas du tout improvisé, un discours qui était écrit. Il a eu le temps de l'écrire, ce qui veut dire qu'il était plus ou moins assuré, comme le dit un peu dans le Figaro ce matin Jean-Marie Guénois, notre ami Jean-Marie Guénois, il était assuré au bout du 3e scrutin, en fait, qu'il est le pape qui va être élu. Donc il a eu le temps dans l'après-midi de pouvoir écrire son discours, donc il s'est présenté avec quelque chose qui est bien codé, je dirais, par rapport au pontificat de François. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a des signes de rupture, et il y a des signes de continuité. Et la vraie question, comment il va faire ces équilibres entre le centre et la périphérie, entre les conservateurs et les réformateurs? C'est cette notion, je dirais, de l'unité qui a travaillé le conclave et qui a abouti à un pape consensuel. Et quand je dis consensuel, ça ne veut pas dire en fait que c'est sans saveur ni odeur. Au contraire, encore une fois, peut-être il pourra surprendre, je dirais, l'Église en étant... Et d'ailleurs, on le voit très bien dans sa geste, dans sa façon de se présenter, de dire un peu sa dévotion mariale, de dire... il a été visiter l'icône, la fameuse icône, je dirais, qui venait d'Albanie. Et donc, il pose, je dirais, des actes clairs d'une certaine manière, non pas de rupture, je dirais, brutale par rapport à d'affirmation spirituelle. Oui, et de clarification, je dirais, de clarification du magistère quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec François aussi, on a deux styles très différents. On parle de la communication aussi de François et la communication de Léon XIV. Léon XIV, c'est un homme très discret, c'est un homme qui est réservé, un homme en fait qui veut être à l'écoute de tout le monde, un homme qui veut privilégier l'écoute avant la décision et non pas la décision avant l'écoute. Ça fait beaucoup de signes de rupture quand même. Hein. Alors que François était dans... Philippe, vous êtes d'accord avec ça? Ça fait beaucoup de signes de rupture quand même, aussi bien dans l'apparence. On a l'air de vouloir faire la liste de tous les défauts de François, à mon avis. Je sais pas si c'était pas forcément des défauts, c'est un autre style. Parce que c'était assumé. Alors c'est un style d'écoute. Enfin, tous les deux ont... Il s'est posé en contrepoids. Tous les deux ont des responsables. Oui. Alors, mais on était dans un tout autre. On était dans un autre contexte. Ouais. Non, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelle est la culture spirituelle propre de ce nouveau pape augustinien. Alors ça nous a fait travailler parce qu'en France, c'est une communauté qui n'est pas très connue. A priori, il y en a pas en ce moment en France, d'après ce que j'ai pu. Il n'y a pas de supérieur des. Non, parce qu'ils sont pas. C'est une toute petite. Numériquement, c'est une toute petite communauté. Donc ils sont pas très visibles. Ils sont pas très visibles, du moins chez nous. A priori, ils sont suffisamment importants pour que au Pérou, le pape François ait envoyé des augustiniens pour essayer de rattraper une période un petit peu difficile où tous les évêques étaient venus de l'Opus Dei. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé évêque au Pérou, parce qu'il y avait quand même des problèmes là-bas. Donc ça veut dire que le pape précédent avait quand même confiance dans cet ordre. Donc voilà, c'est à la fois un ordre mendiant, un ordre qui travaille beaucoup, d'après ce que j'ai vu, sur la question de la recherche de l'unité. Alors évidemment, tout le monde en parle, tout le monde parle de cette question de l'unité. À la fois dans l'Église, il y a du boulot, et puis surtout au niveau de l'humanité. Enfin, l'humanité est beaucoup plus déchirée. Et je pense c'est intéressant de voir les propos qu'il a pu tenir précédemment. Par exemple, là, une interview qu'il avait donnée au moment où il a été nommé cardinal. Il dit: notre priorité ne peut pas être de chercher des vocations religieuse. Notre priorité doit être de vivre la bonne nouvelle, de vivre l'évangile, de partager l'enthousiasme qui peut naître dans nos cœurs lorsque nous découvrons vraiment qui est Jésus-Christ. Bon, il y a cette idée de vivre avec les gens. Peut-être pas une église trop d'affirmation, peut-être vivre avec. Et je crois que sa posture épiscopale, tout le monde s'étonne aujourd'hui, enfin on a vu passer des messages, on s'étonne d'avoir des vidéos où on le voit chanter joyeux anniversaire auprès de ses paroissiens et tout ça. Voilà, c'est un évêque qui a vécu au service de son peuple, avec l'humilité. De quoi c'est parce que je pense qu'un évêque doit faire ce boulot-là. Mais je veux dire que, par exemple, par rapport aux évêques de l'Opus Dei qui étaient avant au Pérou, il y a une rupture très très claire. Dans
le style, dans le style et même fait... dans la gouvernance, parce qu'il a déjà au Pérou, il a intégré par exemple beaucoup plus de femmes et de laïcs dans la gouvernance. Au dicaster pour les évêques également, il a fait rentrer plusieurs femmes, alors qu'avant, à ma connaissance, il n'en avait pas. Donc voilà. Donc ça veut dire que là, il y a quand même une ouverture. Et là, il est dans le style, je dirais, non seulement de François, mais aussi dans le sens de l'histoire. Je pense que c'est difficile d'envisager un retour en arrière sur une forme de participation plus forte des laïcs à la gouvernance de l'Église. Et ça, je pense qu'aucun pape qui aurait pu être nommé n'aurait pu dire ça. Je reviens en arrière là-dessus et je recléricalise les institutions ecclésiales. Il a dit que son programme, c'est une Église unie, une Église synodale et fidèle à la mission d'annonce en fait de l'Évangile. Mais ils disent tout ça, non? Absolument. C'est pour ça, en fait, après, au-delà, je dirais des mots. Parce que les mots M-O-T et M-A-U-X, parce qu'en fait, lorsque François a été élu, il s'est posé en contrepoint, dans une vraie logique de rupture. C'était une logique de rupture, là. Tu disais, en fait, que... Donc avec Benoît XVI. Avec Benoît XVI et avec Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II et Benoît XVI, c'était une recentralisation de l'Église, quelque part, en fait, sur l'Europe, alors qu'aujourd'hui, l'équation européenne, elle est complètement en décalage. Je dirais, on voit très bien, il n'y avait que 53 cardinaux, je dirais, dans le conclave sur 133, ce qui veut dire en fait qu'il n'y a plus de logique d'influence et de réseau. Ça s'est décentré par rapport en fait à la logique du Sud global, c'est-à-dire un peu l'Afrique, l'Asie, l'Océanie, etc. Les Italiens sont un petit peu amers, non? Mais absolument, parfaitement, parce qu'en fait... Ils passent leur tour pour la 4e fois. Et ils sont même plus faiseurs de pape. En fait, il n'y a même pas un pape en fait qui d'origine italienne. On voit très bien la logique de Parolin. Parolin, quelque part, en fait, pouvait devenir pape, mais quelque part, il n'avait pas l'assise pour pouvoir le faire, l'assise dans la géographie électorale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une ambivalence qui est très forte à l'intérieur de l'Église, au-delà des mots et la mission de l'évêque. L'évêque, en fait, n'est pas un missionnaire. L'évêque, c'est l'épiscope, c'est-à-dire c'est celui qui supervise et décide in fine, en fait, de la gouvernance, je dirais, d'un troupeau. Et bien sûr, il doit être moine, parce qu'à partir du 5e siècle, il y avait des évêques qui étaient mariés jusqu'au 5e siècle. Il doit être moine dans la logique, je dirais, qu'il est consacré entièrement, en fait, à sa mission. Mais il y a toujours cette ambivalence dans l'Église catholique, surtout, et qui devient de plus en plus forte, entre l'Église institution, curie, épiscopat, etc., et l'Église mission en tant que telle. Quand avec Benoît XVI, on dit c'est la doctrine avant l'Évangile, c'était ça l'équation, dans le sens que, alors que moi je trouve cette équation un peu absurde, parce que l'évangile c'est la doctrine et la doctrine c'est l'évangile, il n'y a pas de doctrine sans évangile. Mais le fait de poser cette équation en tant que telle à l'époque, ça veut dire qu'il y avait une déperdition en fait de la doctrine, qu'il fallait réaffirmer la doctrine en tant que telle pour pouvoir annoncer l'évangile. Avec François, il a inversé en fait l'équation. Il y a des cycles en fait. Et absolument, il a inversé et il a mis en fait l'évangile, et lui il continue un peu dans cette, même s'il est en train de rééquilibrer peut-être les excès en fait de François. C'est un petit peu tôt effectivement pour dire dans quelle partie du cycle il va se situer. On annonce. Mais vous êtes là pour ça, pour essayer de lire, d'anticiper, d'être des oracles en quelque sorte. Allez, Philippe Clanchet et Carole Sabat. On écoute les infos de 9h30 comme chaque matin, présentées par Cécile Mérieux. Puis on revient sur notre discussion. C'est Philippe, vous qui allez reprendre sur nos considérations, les considérations que nous partageons, rapport aux États-Unis également, chose importante qu'il ne faut pas négliger. On verra ce que vous avez à en dire dans quelques instants. Le passé regorge d'événements qui ont façonné notre monde. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités analysent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions du passé sur notre quotidien. Les racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame, chaque mardi à 20h et le dimanche à 14h30. Tous en scène avec l'Académie du Palais Royal. 300 chanteurs et instrumentistes dirigés par Jean-Philippe Sarcos vous feront redécouvrir les musiques de films parmi les plus emblématiques. d'Ennio Morricone dans Mission, à John Williams dans Star Wars, en passant par Le Seigneur des Anneaux d'Howard Shore, mais aussi le grandiose final de la 9e symphonie de Beethoven dans L'Orange mécanique de Kubrick. Rendez-vous les jeudis 22 mai et 5 juin à 21h au Cirque d'Hiver. Billetterie à partir de 10 € sur académie-2-musique.com. L'émission Le Génie du Christianisme vous propose d'évoquer chaque semaine un aspect de ce génie du christianisme. Religion de l'incarnation qui nous offre une civilisation marquée par la recherche et la conquête du vrai, du beau et du bien, et ce dans tous les domaines, culturel, artistique, philosophique, social, économique et politique, et bien sûr religieux. Le génie du christianisme, tous les lundis à 14h et le vendredi à 18h30.
9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Le nouveau pape Léon XIV entame cette semaine une longue série de rendez-vous qui baliseront sa prise de fonction à la tête de l'Église catholique. Le 267e pape recevra à 11h la presse internationale en audience au Vatican. Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a invité Vladimir Poutine à le rencontrer personnellement jeudi à Istanbul. Le président ukrainien réclame un cessez-le-feu total et durable au plus vite. Le Kremlin n'a pour le moment pas répondu à la proposition. L'Ukraine a accusé la Russie d'avoir tiré plus d'une centaine de drones dans la nuit, malgré l'ultimatum adressé par les alliés de Kiev à Moscou pour accepter un cessez-le-feu. Guerre au Proche-Orient, le Hamas a annoncé son intention de libérer un otage israélo-américain. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que la libération de cet otage annoncé par le Hamas ne donnerait lieu ni à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ni à une libération de prisonniers palestiniens. Pourtant, cette annonce du Hamas a été faite après des négociations directes avec les États-Unis à Doha et qui intervient avant la visite au Moyen-Orient de Donald Trump. Le président américain doit se rendre en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis dès demain et jusqu'au 16 mai. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a annoncé sa dissolution et la fin de plus de 4 décennies de lutte armée contre l'État turc. Le ministère de la Défense turc et le fondateur et chef historique du PKK avaient tous deux appelé le mouvement à se dissoudre et à déposer les armes. En Grande-Bretagne, sous pression, le gouvernement britannique dévoile un plan radical pour réduire l'immigration au moment où le Royaume-Uni voit l'extrême droite grimper dans les sondages et s'implanter dans le pays. Et enfin, des nouvelles de France. Cannes se prépare à recevoir les stars de son festival, de Juliette Binoche à Tom Cruise. Nous sommes à la veille de l'ouverture du 78e festival de Cannes. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Philippe Clanchet, journaliste, collaborateur en Réforme, Témoignage chrétien, et Carole Sabat, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Tenez, on disait qu'en 2013, l'Europe avait perdu le pape avec le pape François, l'Italie a perdu le pape à présent avec le pape Léon XIV. Qu'est-ce que cela dit, en fait, Philippe Clanchet, de cette manière de l'Église de se positionner de manière beaucoup plus mondiale aujourd'hui? Alors, elle l'était déjà d'une certaine façon, mais elle valide le fait que, avec le pape Léon XIV, les choses se passent en Amérique. C'est là-bas que ça se passe quand même, non? Oui, en même temps, je pense pas que ça soit le regard dominant que nous puissions avoir sur ce pape, qui est, à mon avis, c'est la bonne personne, davantage qu'un Américain. C'est la personne qui cochait le plus de cases, de par son parcours, sa compétence, son âge, et a priori sa bonne forme physique, et surtout, encore une fois, son envie d'y aller. Je crois que c'est plus ça. Donc moi, je ne verrais pas d'abord l'Américain dans ce cardinal Prévost qui a été élu pape aujourd'hui. Mais est-ce qu'à votre avis, il va y avoir une sorte de bras de fer avec l'Amérique à certains égards? Parce que je pensais juste à la référence à Léon XIII. Léon XIII qui a dénoncé l'américanisme et qui a dénoncé aussi le fait que le pouvoir temporel pouvait asservir le pouvoir spirituel, y compris à la mode américaine. Ça, c'est un risque qu'on peut avoir. Oui, alors il va s'attaquer, je pense, au libéralisme effréné et aux violences du libéralisme dans la suite des papes précédents. C'est pas, voilà. Mais je pense pas il a pas envie de faire un bras de fer avec Trump. C'est pas son agenda. Peut-être que Trump et J.D. Vance vont vouloir entrer en guerre contre le pape, mais à mon avis, il a d'autres chats à fouetter. Sa priorité, c'est de diriger une communauté d'1,4 milliard d'habitants. Et voilà. Et donc, il va essayer de travailler sur d'autres sujets. Je pense pas que ça soit son premier sujet. Évidemment, il y a la question de l'argent. On dit que les fidèles américains sont les principaux pourvoyeurs de finances du Vatican. Donc, peut-être qu'il va être attentif à ça. Mais à mon avis, il faut pas voir ce pape comme l'anti-Trump ou celui qui va faire la guerre à Trump. Et si on pouvait parler d'autre chose que de Trump chaque fois qu'on parle de n'importe quel sujet international, ça, je pense que ça serait bien aussi. Carole Sabat. En fait, c'est un pape américain, mais américain de nationalité, parce qu'en fait, il est né à Chicago, mais il est d'origine franco-italienne. Aujourd'hui, tout le monde trouve en fait des racines pour ramener un peu le pape à lui. Même avec Catherine Deneuve. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est c'est un Américain du Sud, c'est-à-dire qu'en grande partie, il a épousé un peu cette théologie de la libération, c'est-à-dire un fait d'être soutien du peuple, d'être au milieu du peuple, d'être un peu dans une logique missionnaire.
Peut-être pas jusque-là quand même. Pas jusque-là, autant je dirais, mais quelque part en fait il s'inscrit aussi dans cette doctrine sociale de l'Église, dans la référence au précédent Léon, et il y a toute une gamme en fait, ça veut dire qu'il s'inscrit dans une... François, quand il a pris son nom, en fait il a voulu rompre, c'était le premier qui prenait François d'Assise, la référence à François d'Assise, il a rompu avec en fait une certaine tradition de reprendre le nom d'un précédent pape ou d'un précédent saint, etc. Léon XIV, il s'est inscrit dans une lignée de Léon. Et on voit très bien que depuis Léon le Grand jusqu'à Léon IX, en passant par Léon IX, qui a eu pas mal de problèmes aussi avec les Byzantins, parce que c'était à l'époque de la séparation en 1054. Donc il est mort juste avant. Absolument. Et donc aujourd'hui, il faut prendre la conjoncture dans laquelle on est. Il y a une conjoncture d'indifférence spirituelle, il y a un besoin d'annoncer l'évangile, et il y a surtout une inversion normative. Une inversion normative qui fait que les valeurs du néopaganisme sont aujourd'hui triomphantes. Et donc, on est dans un monde... Surtout lui et François, qui a voulu dire en fait que notre objectif à travers l'annonce de l'évangile, c'est de pouvoir entrer en dialogue avec l'autre société, c'est-à-dire qui se reconnaît pas ni dans l'évangile, ni dans la spiritualité, qui est plutôt athée, et donc de nouer ce dialogue. C'est pour ça que le fait dominateur quelque part en fait de François, c'était de pouvoir entrer en contact. Mais on voyait très bien qu'il ouvrait les portes et les fenêtres, et après en fait il redevenait en fait conservateur sur le papier. Aujourd'hui, il est un peu le nouveau pape est un peu dans cette logique-là, de continuer en fait à dialoguer avec le monde d'aujourd'hui. Mais avec une tactique différente. Mais avec une tactique différente, un style différent. On voit très bien, par exemple, avec la communication qu'il instaure, avec cette conférence de presse, qui est une conférence de presse très institutionnalisée. C'est une communication qui est préparée à l'avance, une communication qui est bien où il est, avec un discours. Il y aura peut-être pas en fait des questions, et s'il y aura des questions. Mais ça tranche complètement par rapport à la communication de François, qui était une communication plutôt disruptive, en fait, qui pouvait dire des choses tout de suite sans les préparer. Il faisait en fait pour les communicants, c'était un travail très difficile pour pouvoir rattraper par la suite. Donc on voit très bien comment en fait les enjeux sont là. Mais à mon avis, la vraie question par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire en fait ce qui se passe aux États-Unis, on réduit ça au trumpisme. Il y a derrière le trumpisme en fait une révolution conservatrice qui se met en place. Et c'est une révolution qui traverse tout le monde en fait. Je dirais de la Hongrie de Orban jusqu'en Argentine, jusqu'aux États-Unis, c'est cette révolution conservatrice. Alors que va-t-il dire là-dessus? C'est ça la vraie question. Et là, on ne le sait pas encore. Et le fait que J.D. Vance vienne, je dirais, au Vatican, on savait très bien que le pape était dans en phase finale, pratiquement. Mais il est venu un peu tôt ou un peu tard. Non, mais il a fait un forcing parce que le protocole du Vatican ne reçoit pas le vice-président des États-Unis en fait de cette manière-là. Mais le fait de vouloir faire ce forcing et de prendre cette photo et de faire circuler cette photo dans tous les centres conservateurs aux États-Unis, c'était déjà une annonce. Donc aujourd'hui, ce pape consensuel où une partie des conservateurs américains ont essayé de le faire aboutir. Et ils ont abouti en fait à cette candidature un peu consensuelle. La vraie question, est-ce qu'ils vont l'instrumentaliser ou c'est lui qui va les instrumentaliser? C'est ça la vraie question. C'est une vraie question. Oui. Philippe Clanchet, qu'en pensez-vous? Oui, moi, il me tarde de voir ce qu'il va dire, ce qu'il va mettre comme priorité quand il va s'exprimer devant les confrères tout à l'heure, hein, parce que est-ce qu'il va reprendre les dossiers, les portes qu'avait entrouvertes et refermées certaines fois rapidement son prédécesseur? On pense à toute la question de l'ouverture ministérielle, où il y a quand même, il est resté au milieu du gué. Des prêtres mariés. Oui, non, je pense plutôt l'ordination diaconale des femmes, qui était quand même le dossier sur lequel il avait le plus avancé. Donc évidemment, on cherche les déclarations précédentes du cardinal Prévost, qui dit qu'il était contre l'ordination des femmes comme diacres. Il avait pris sur tous ces sujets clivants, jusqu'à maintenant, il n'avait pas pris de position très tranchée. Vous pensez qu'il va remettre une pièce dans la machine là? Comme si dans l'idée que potentiellement il pouvait être le successeur, il valait mieux pas trop se marquer. Mais ça divise. Contrairement à ce qu'avaient pu faire certains de ses concurrents lors du conclave, contrairement à Zoupi notamment, ou à d'autres qui étaient très pour une avancée. Voilà, lui, il était resté très prudent sur la question de la bénédiction des couples homosexuels. Il était aussi assez prudent. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il va mettre en une de son calendrier. Est-ce qu'il va reprendre ces sujets-là, qui sont les sujets qui nous intéressent, nous, je veux dire, en Occident,
parce que c'est des sujets qui sont quand même très prégnants par rapport à la difficulté de l'organisation de l'Église sur les questions ministérielles. Est-ce qu'il va partir sur d'autres types d'engagements, sur la question de l'unité? Est-ce qu'il va reprendre les questions de liturgie? Alors, il semblerait que dans son ordre, on soit assez sensible à la question de la liturgie, alors que c'était pas du tout le sujet de François. Voilà. Donc, est-ce qu'il va essayer de faire... était en opposition. Voilà. Donc, est-ce qu'il va essayer de mettre un petit peu du lien entre le fait que les questions liturgiques demeurent présentes? Je sais pas, voilà. Et puis, voilà, est-ce que la question du dialogue interreligieux va être aussi importante qu'elle a pu l'être à certains moments dans le pontificat? En fait, demain matin, on en saura plus. Mais on en parlera justement demain aussi. Mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de grande annonce, parce que dans sa première homélie, en fait, avec les cardinaux, il a dit: je veux avancer avec vous. Et je veux avancer avec vous, ça veut dire en fait que je suis dans une posture de non pas d'annonce en fait du pape en tant que tel, mais d'élaboration de consensus à l'intérieur de l'Église, qui prendra beaucoup plus de temps. Alors que la dynamique que voulait faire François, c'était une dynamique autoritaire. Et lorsqu'on met en place un C8 et un C9, on donne l'impression en fait de vouloir, avec quelques cardinaux, même si le cardinal Pell était contre lui, in fine, il a instrumentalisé alors qu'il était dans le dicastère économique à l'intérieur même du C8, C9. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle peut-être aujourd'hui d'un retour du consistoire, c'est-à-dire en fait d'un élargissement de la logique de la consultation des cardinaux pour qu'ils pas gouverne avec le pape, mais qu'il élabore des consensus avec le pape. Ce qui veut dire qu'on va être davantage sur le temps moyen et long que dans le temps de l'annonce en fait immédiat. Ça, c'est mon analyse. Oui, et de ne pas forcer le destin. Absolument. On ne sait pas encore. On sait qu'on devine un changement de méthode, effectivement. Mais je pense que toute personne qui arrive aujourd'hui à la tête dans la société telle qu'on est, de toute façon, tout ce qui est vertical est très très mal vu, très mal compris. Donc tout le monde dit: je vais écouter, je vais faire de la consultation, mais on ne sait pas sur la forme, parce qu'effectivement, il y a aussi une question d'efficacité. Est-ce que certaines questions pour l'Église peuvent attendre qu'on fasse encore des années de discussion, de réflexion, et qu'on demande pour se mettre d'accord un Asiatique, un Africain, des Européens et tout ça? Est-ce que ça va pas bloquer? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui veut prendre des décisions, qui veut décider définitivement certains sujets? Parce que quand même, il y a beaucoup de sujets qui sont restés, pour lesquels le pape François a laissé l'Église au milieu du gué. Encore une fois, mais pourquoi sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils se sentent pas une pression. Pourquoi mettrait-on une très forte pression sur l'Église alors que les gouvernements civils ne s'en mettent aucune et se trahissent très volontiers? Oui, mais ça, c'est l'éternelle question du temps, dans l'Église. Mais un jour, il va falloir qu'ils arrivent quand même des fois, il faut décider. Voilà. Alors, le C9 était la forme qu'avait inventé le pape, qui marchait plus ou moins bien. De toute façon, il était dans une logique où je consulte, mais à la fin, au moment de la décision, je la prends tout seul. Il prenait des décisions tout seul, qui étaient parfois incomprises, parfois délicates. Est-ce que là, si on se réunit à 130 pour faire le boulot des cardinaux, les cardinaux, ils ont aussi comme métier de conseiller, d'aider le pape à voir la chose, mais on ne sait pas encore quelle est la bonne méthode. Et il y aura peut-être un petit peu de tâtonnement. Peut-être que lui, même dans sa tête, il n'est pas sûr actuellement de ce qu'il va faire. Et à la limite, il faut peut-être espérer qu'il va attendre un petit peu. Mais lorsqu'on lit en fait son papier, quand il a été nommé à la tête du dicastère des évêques, il avait écrit un papier sur la manière en fait dont il fallait choisir ou faire élire en fait les évêques en tant que tels. Moi, en tant qu'orthodoxe, je souscris pleinement en fait à cette vision-là. C'est une vision en fait qui est bottom-top et non pas top-down. C'est-à-dire que il faut prendre en considération le peuple de Dieu, il faut prendre en considération les monastères, et dans le choix, je dirais, des évêques, pour que lorsqu'on dit méritant chez les orthodoxes, quand il y a une ordination, on dit axios. Axios, ça veut dire méritant. C'est-à-dire que le peuple de Dieu confirme en fait une décision. Et parfois, on dit anaxios. Dans certains cas, anaxios, ça veut dire en fait qu'il n'est pas méritant. Et dans le temps, en termes de droit canon, le anaxios pouvait arrêter en fait une ordination ou une intronisation. Donc, en fait, il est dans une logique de l'épiscopat qui monte du peuple et non pas qui est nommé, je dirais, par une autorité supranationale ou supradiocésaine, en fait, et parachuté dans des... On a vu parfois, en fait, les deux visions
sont compliquées aujourd'hui dans le monde aujourd'hui. Le fait de nommer des gens, de les faire parachuter alors qu'ils n'ont aucune assise, aucune racine, je dirais, dans un diocèse, ça crée énormément de problèmes. Et on le voit très bien dans la question des abus, dans la question de l'omerta dans l'Église et autres. Et le fait de dire qu'on donne uniquement en fait une démocratisation totale et absolue à l'intérieur de l'Église, en fait, ça fait perdre aussi la notion de l'institution. Donc c'est cette logique de primauté avec la conciliarité qui doit de nouveau en fait travailler. Et c'est cette ambivalence entre ces deux notions. Il faut une conciliarité, mais il faut un principe de décision. Mais normalement, il devrait être quand même assez armé sur ce plan, puisqu'il était responsable des ressources humaines, en quelque sorte, de l'Église, en tant que préfet du dicastère des évêques. Ce qui l'a beaucoup aidé dans l'élection, d'ailleurs. Un exemple de ce que dit Carole, l'archevêque le plus populaire de France actuellement, c'est quelqu'un qui n'est pas venu de l'extérieur, mais c'est quelqu'un qui est arrivé de son propre presbytérium local, c'est-à-dire qui a été promu. Il était un parmi les Marseillais et il est devenu le responsable. À voir si dans l'avenir, parce que ça reste quand même très exceptionnel. La tradition, c'est quand même qu'on fait venir quelqu'un de l'extérieur, un petit peu à la mode de la préfectorale, où on fait venir quelqu'un de l'extérieur pour diriger des gens. Et voilà. Mais il se trouve qu'à Marseille, et puis pendant longtemps à Paris aussi, c'était un prêtre parisien qu'on faisait devenir archevêque. Et puis là, bon, donc il y a des... on va voir un petit peu ce qu'il a fait. Pour l'instant, comme responsable du dicastère pour les évêques, il n'a pas changé. Toutes ces idées-là que vous évoquiez, Carole, il les a pas mises en... il les a pas mises en place. Oui, maintenant, depuis 2 ans, il peut pas. En 2 ans, il peut pas. Oui. Maintenant, il peut effectivement, peut-être que ça va être une nouvelle gouvernance. Alors, qui en Occident serait très apprécié, parce que la légitimité des chefs et la légitimité d'un évêque qui arrive, on sait que parfois c'est un sujet qui perturbe les catholiques en France. Ça, c'est sûr. Sur le fait, allez-y, Carole. Ce qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, on est dans un momentum d'accélération. Ce qui n'était pas du tout le cas, en fait, de la révolution numérique est quelque chose qui a accéléré beaucoup de choses et qui s'est imposé à toutes les gouvernances, que ce soit ecclésiales ou politiques. Et donc, ce qui fait qu'on a une accélération de tous les plans qui deviennent, en fait, sur le même plan. Le problème de l'unité, le problème de l'œcuménisme, le problème de la gouvernance, le problème des abus, tout ça, ça arrive en fait sur le même plan. Le pape, quand il était élu, par exemple, à l'époque de Jean-Paul II, à l'époque de Paul VI, à l'époque de Jean, était dans un monde qui était encore fermé, qui n'était pas aussi ouvert, qui subissait pas la révolution numérique. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de décider rapidement, mais aussi de prendre le temps de comprendre pourquoi on décide et ce qu'on doit décider. Parce que décider rapidement, c'est dans la précipitation, c'est très mauvais, et de prendre trop de temps aussi pour décider, c'est très mauvais. Le monde d'aujourd'hui évolue en dehors de l'Église. Et ça, en fait, il y a beaucoup de gens, je veux dire, il ne faut pas qu'on reste un peu dans notre cocon en pensant que le monde, en fait, au contraire, le monde devient aujourd'hui adversaire de l'Église. Et justement, je voulais vous poser la question à Philippe, je voulais vous poser la question sur cette inversion normative, ce retour du néopaganisme, qui est un élément assez fort aujourd'hui, qui s'affirme en France avec la nouvelle loi sur la fin de vie. Donc là, on a une illustration de ce que le monde veut, ou une partie du monde en tout cas ceux qui sont les représentants, en tout cas en France. Voilà. Et puis il y a d'autres pays dans le monde qui ont pris des directions analogues, avec un texte, semble-t-il, qui va très très loin. Et là, il faut se positionner. Là, le pape est face à... Là, c'est intéressant que Léon... oui, mais justement, Léon, si on revient à Léon XIII, il a connu cette période-là, parce qu'on parle du Léon XIII, effectivement, qui a initié, qui a fait les premiers grands textes sur... l'ouvrier, le prolétaire est devenu un sujet dans l'Église à partir de ce moment-là, ce qui est pas une petite affaire, hein. Et puis ça a ouvert des années de réflexion là-dessus. Mais c'est aussi celui... au socialisme aussi, hein. C'était... Il a écrit dans il fallait aussi se positionner par rapport à la concurrence, du socialisme et du marxisme de l'époque. Il y a aussi une autre chose, c'est le ralliement à la République, hein, de Léon XIII. C'est aussi à cette période-là. Ça veut dire que l'Église à ce moment-là est passée de je suis le bien et la République, la démocratie et le mal à nous allons travailler ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui la façon dont se positionne le pape Léon, c'est on va travailler avec vous. Et il dit qu'il veut dialoguer avec cette modernité. Il ne rejette pas absolument tous les courants, alors qu'on peut qualifier de néopaganistes, d'individualisme, d'anti, tout ce qu'on veut. Bon, il va travailler avec parce qu'il a été habitué à travailler avec, parce qu'il est né dans une société américaine qui était travaillée par ces sujets-là. Il sait que il y a un mouvement au niveau mondial qui n'est pas et je pense que c'est peut-être un premier pape qui commence à se penser en minorité.
ce qui n'était pas le cas de Bergoglio. Bergoglio est né dans une société chrétienne. Lui, il est beaucoup plus jeune. Il a été formé dans les années 80-90 où être chrétien n'était plus de soi en Occident. Et je pense que ça va jouer dans sa façon de dialoguer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas la fermeté de rappeler les principes évangéliques et de dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas possibles dans une anthropologie chrétienne, hein, il pourra le dire. Mais voilà, il est dans un monde où il ne sera pas frontalement, à mon avis, contre les dérives d'une certaine modernité, mais en dialogue. Il a dit des choses, là. Quand une idéologie devient maîtresse de ma vie, alors je ne peux plus dialoguer ou m'engager avec une autre personne parce que j'ai décidé comment les choses seront. À ce moment-là, je suis fermé à la rencontre. Voilà. Mais ça, c'est l'attitude du monde civil. Non, je pense qu'il lui, il dit que c'est l'attitude. C'est ça le problème. Je suis entièrement d'accord. Mais, oui, mais là, il ne veut pas dialoguer avec l'Église et elle lui marche sur la tête. Alors là, le monde civil lui marche sur la tête. Mais on peut appliquer à l'idéologie la doctrine aussi. Lorsqu'on dit en fait la doctrine de l'Église, en fait, c'est une idéologie. Voilà. C'est-à-dire, je pars d'un constat. C'est ça. De quelque chose qui est déjà préconçu. Ça veut dire que si on veut entrer dans le dialogue en disant j'ai raison et vous avez tort, on n'entre pas dans un dialogue ou dans un dialogue qui ne peut pas être fécond. Et je pense qu'il appelle aussi peut-être quelque part à une posture modeste. Enfin, on peut dire quelles sont ses convictions, mais tout en disant que... Oui, mais est-ce que vous pouvez... Non, mais ma question, c'est est-ce que vous pouvez vous payer le luxe d'une posture modeste quand il en va de la vie des gens? Puisqu'aujourd'hui, c'est la vie des gens. On peut légaliser le meurtre aujourd'hui. Vous vous rendez compte, Philippe? Oui, mais la question, c'est être entendu. Comment être entendu? Vous avez vu la pétition des juristes, en fait, contre la nouvelle loi sur l'euthanasie? Elle a pris un envol comme pas possible. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est naissante, qui est très forte à l'intérieur, et c'est pas tous en fait des croyants ou des gens en fait qui sont. Donc il y a des questionnements aujourd'hui de fond qui nécessitent, sur laquelle l'Église ne peut plus rester dans cette posture de dire voilà, j'annonce, je dialogue, etc. Le dialogue, c'est très bien parce que dialogue, ça veut dire en fait créer des ponts. C'est de pouvoir faire des ponts. Mais lorsqu'on rentre dans une logique de dialogue pour justement minorer ce qui constitue comme étant l'ossature doctrinale de l'Église, in fine, ça devient problématique parce qu'on passe de compromis à la compromission sans le savoir et sans le vivre. Et donc, il y a une vraie problématique là-dessus. Moi, je pense que aujourd'hui, le jeu est très, très ouvert. Tout le monde a pensé qu'on a trouvé le mouton à 5 pattes parce que ça veut dire il peut être à la fois pour les conservateurs... Non, la brebis à 5 pattes, je dis. et il peut être pour les réformateurs. Moi, je pense que c'est un pape consensuel qui a la tête sur les épaules, qui sait quels sont les enjeux du monde d'aujourd'hui et qu'il va essayer de normaliser quelque part les choses, de les équilibrer. Mais l'équilibre, ça ne veut pas dire en fait de rentrer dans des compromissions. L'équilibre, c'est de montrer la vérité, je dirais, dans une attitude charitable, de charité et d'amour. Et c'est ça le plus important. Lorsqu'on sort de l'équation de Benoît XVI et de Jean-Paul II de mettre la doctrine avant l'évangile, c'est parce qu'il y avait une déperdition de la doctrine. Lorsqu'avec François, on a mis en fait l'évangile avant la doctrine, on a déconcentré tellement en fait les choses qu'in fine, on ne sait plus de quoi on parle. Donc aujourd'hui, équilibrer ces deux et de retrouver à la fois la doctrine et l'évangile, non pas en opposition, non pas en primauté de l'un sur l'autre, mais ensemble et dans une ouverture vers le monde. C'est pour ça, moi, je pense que l'enjeu est davantage sur le moyen et long terme que sur l'immédiateté en tant que tel. Mais Carole et Philippe, est-ce que le concept qu'on développe, et ce n'est pas la première fois qu'on en parle, de l'inversion normative, précisément, est-ce qu'il n'aligne pas tous les papes sur une attitude dans la mesure où la doctrine, je ne dis pas qu'elle passe au second plan, mais comme on en est aujourd'hui au socle anthropologique qui est attaqué, finalement, qu'on s'appelle François ou qu'on s'appelle Léon, on est face à une situation abyssale qui ouvre, comme le pape François le disait, non pas une époque de changement, mais un changement d'époque. On est dans ce changement d'époque qui peut-être nous fait basculer tout à fait dans une autre vision de l'homme. Et là, les papes sont pris, j'allais dire, sur leurs fondamentaux. Au-delà même, avant même, en amont même de l'annonce. Mais si on revient à l'histoire de l'Église, en fait, les 4 premiers siècles, je dirais, de l'Église, c'était les valeurs dominantes étaient les valeurs néo-paganistes, en fait pas néo, mais paganistes, d'une aristocratie romaine. Et on en est là. Et on en est là. En fait, avec Théodose, les choses se sont inversées. C'est-à-dire que c'est l'empereur byzantin qui a fait l'inversion de l'inversion normative, dans le sens où il a dit, en fait, la doctrine, à partir de là, qui va être la norme, je dirais, juridique, spirituelle, ecclésiologique, etc., et sociologique, ça va être la norme chrétienne, en considérant, en fait, que le christianisme était la religion d'État. Et donc, depuis Théodose, c'est-à-dire 4e, 5e siècle, jusqu'au
jusqu'au XXe siècle, avec ce que dit Chantal Delson dans son livre La fin de la chrétienté. Elle dit jusqu'à la loi en fait de l'IVG. On a vécu sous Théodose. On a vécu sous Théodose alors qu'aujourd'hui on est en train de vivre l'inversion de l'inversion normative. C'est-à-dire on retombe en fait dans les valeurs néopaganistes. Et la différence, c'est qu'aujourd'hui tu n'as pas un État chrétien ou un État chrétien pour imposer. Au contraire. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Alors, c'est ça, Philippe, qu'est-ce qu'on fait alors, déjà, accepter de se vivre en minorité. Je vais voir comment ce pape va essayer. Oui, mais jusqu'à maintenant, c'était quand même un impensé extraordinaire. Et ça veut dire que les chrétiens, par exemple, dans le débat français, considèrent qu'ils ont toujours le droit d'imposer leurs valeurs à une majorité de leur population qui leur dit non. Voilà, donc il va falloir un jour qu'on pense ça et être dans le débat sans penser qu'on a raison et que l'autre a tort. Je crois que c'est un petit peu comme ça que je lis la phrase que j'ai lue tout à l'heure du révérend Prévost qui disait ça il y a quelques années. Voilà, comment on peut garder une posture de dialogue si on pense que l'autre est dans l'erreur et que de toute façon nous on a bon et que l'autre il a faux, je pense que c'est pas possible. Mais il faut trouver il faut trouver le ton juste. Et c'est vrai que le pape François, c'est dans la question de la fin de vie, c'est là où il a eu et de l'avortement, c'est là où il a eu les propos les plus durs de tout son pontificat, qui ont choqué même ceux qui l'aimaient beaucoup et qui trouvaient que c'était un bon pape et tout ça, parce que là il est très ferme. Et là la doctrine n'a pas bougé d'un iota. À mon avis, elle ne bougera pas avec le pontificat précédent, mais là sur le style, il va falloir que Léon XIV trouve le moyen d'être audible auprès de gens qui effectivement n'ont pas le même principe anthropologique. Et voilà, il va falloir qu'il trouve son style. Que c'est nos gouvernants et que il se trouve que c'est nos gouvernants et ceux qui font la loi. Ce dont il est question, oui. Ah oui, d'accord. Mais comment il... Je veux dire, on dialogue sur la question de fin de vie depuis 4-5 ans, en fait. On a été reçu aux assemblées, dans des auditions. Et in fine, on a un texte qui est ni queue ni tête, in fine, qui ouvre la voie vers toutes les dérives. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, si ce texte est voté? Bon, Bayrou a essayé, en fait, de diviser le texte en deux. Bon, il y a une manœuvre aussi politique derrière ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a une norme aujourd'hui qui s'impose aux chrétiens. Et à un moment donné, en fait, ça va être contre les chrétiens et contre, en fait, tous les croyants, pas seulement les chrétiens. Je veux dire, on célèbre les funérailles de Théodose. Absolument, tout à fait. Sauf que ce discours, il est entendu par 10% de la population française. Oui. Donc c'est juste une question de stratégie. Est-ce que les chrétiens veulent rester dans leur coin, dans leur corner et continuer à dire et à temps et à contre-temps? Ok. Mais si plus personne ne les écoute, quel est l'intérêt et comment l'évangile peut passer si toute parole catholique et même chrétienne là n'est pas il se laisse enfermer dans une caricature, n'est pas audible aujourd'hui. Voilà, donc c'est très fin. Il faut trouver le juste milieu et espérons que ce pape nous aide. Mais pas tout seul. Il faudra que tout le monde, effectivement, réfléchisse à tout ça. Eh bien, on va écouter ce qu'il va dire dans la conférence de presse qui va commencer dans 1 heure à Rome devant 6000 journalistes, avec une semaine chargée pour le nouveau pape Léon XIV, qui recevra aussi le corps diplomatique vendredi. Bien sûr, nous allons suivre les choses de très près avec nos invités, débatteurs et autres experts. Philippe Clanchet, journaliste, collaborateur à Réforme et Témoignages Chrétiens, que je remercie. Merci Philippe. Merci. Et Carole Sabat, avocat, porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Merci Carole. Merci à toi, lui. Et à bientôt, bien sûr.